Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire incroyable de l'ordinateur. On va voir comment on est passé de ces monstres de métal qui prenaient des pièces entières aux outils qu'on a aujourd'hui dans la poche et qui, il faut bien le dire, ont totalement redéfini notre monde. Pour commencer, je vous donne un chiffre. 17 468. Il faut imaginer ça. 17 468 petites ampoules, des tubes à vide, fragiles, qui brillent tous en même temps. Eh bien, c'était ça, la puissance brute nécessaire pour faire tourner l'un des tout premiers ordinateurs numériques. Pour l'époque, c'était juste colossal. Allez, on plonge dans cette première période, l'âge des titans. Une époque où les ordinateurs étaient des machines gigantesques qui consommaient une énergie folle. On les appelait d'ailleurs les cerveaux géants, et ce n'était pas pour rien. Et voici le premier de ces titans, l'ENIAC. Alors oui, il était monstrueux, incroyablement complexe, mais il a prouvé quelque chose d'absolument essentiel. Pour la toute première fois, on avait une machine capable de résoudre tout un tas de problèmes compliqués, et surtout bien plus vite que n'importe quel cerveau humain. Avoir la machine, le matériel, c'était une chose, c'était révolutionnaire bien sûr. Mais bon, une machine aussi puissante soit-elle, ça reste une coquille vide, sans logiciel pour lui dire quoi faire. Alors la vraie question c'est, qui étaient les esprits brillants qui ont appris à ce géant à réfléchir? Eh bien, c'était elles, les 6 premières programmeuses de l'ENIAC. Et ce qui est fou, c'est que leurs contributions, qui sont pourtant à la base de tout, sont restées complètement dans l'ombre pendant des décennies. Il faut bien se rendre compte, elles n'avaient aucun langage de programmation, aucun outil. Elles ont dû tout inventer. Des concepts comme les sous-programmes, les boucles, le débogage, c'est la base, le socle de tout le génie logiciel d'aujourd'hui. Elles ont littéralement écrit les premières pages du manuel. Après l'ENIAC, l'étape suivante, c'est l'UNIVAC 1. Et là, c'est un vrai tournant. L'informatique sort des laboratoires militaires pour entrer dans le monde de l'entreprise, du gouvernement. C'est vraiment le début de l'informatique commerciale. Et il y a ce moment un peu iconique à la télévision américaine, l'UNIVAC prédit en direct le résultat de l'élection présidentielle. Et pour des millions de gens, c'est la première fois qu'ils voient concrètement la puissance de calcul et de prédiction de ces nouvelles machines. Le seul problème, c'était le prix. 1,5 million de dollars à l'époque, soit plus de 18 millions aujourd'hui. C'était exorbitant. Du coup, il n'y en a eu que 46 d'installés. Mais ces 46 machines ont suffi. Le message était clair, les ordinateurs allaient bientôt transformer l'économie. Toute cette ère des géants était limitée par son composant de base, le fameux tube à vide. C'était gros, ça chauffait, ça tombait en panne. Mais en 1947, dans les labos de Bell, une toute petite invention va absolument tout changer. Regardez-moi cette comparaison, le contraste est juste saisissant. Le transistor est meilleur sur absolument tous les points. Plus petit, beaucoup moins gourmand en énergie et bien plus fiable. C'était la clé. La pièce qui manquait pour ouvrir la porte à des machines radicalement plus performantes et plus petites. Et le transistor, en fait, a déclenché une réaction en chaîne, une course à la miniaturisation. D'abord le circuit intégré, qui regroupe plusieurs transistors, puis le microprocesseur, qui met carrément un cerveau entier sur une seule puce. Chaque étape rendait l'informatique exponentiellement plus petite, plus rapide, plus puissante. Et toute cette miniaturisation a eu une conséquence logique mais absolument révolutionnaire. Pour la première fois, la puissance de l'ordinateur pouvait sortir des grandes institutions pour s'inviter à la maison. À la fin des années 70, début 80, 2 machines vont incarner cette nouvelle ère, mais avec 2 approches très différentes de ce que devait être un ordinateur personnel. Et là, on a vraiment un choc des philosophies qui a défini le monde numérique qu'on connaît. D'un côté, Apple, avec son approche tout en un, simple, centrée sur l'utilisateur. De l'autre, IBM, avec une plateforme ouverte, modulable, qui a créé un standard pour toute l'industrie. En fait, ce n'était plus juste une histoire de technologie, c'était un vrai basculement culturel. On redéfinissait qui avait le droit de participer à cette nouvelle ère numérique. La réponse, c'était tout le monde. Et bien sûr, l'arrivée du PC, ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était au contraire la fondation de tout ce qui a suivi, la base de nos vies numériques connectées d'aujourd'hui. Ce graphique est très parlant. En à peine 10 ans, on est passé d'un monde où la puissance de calcul était concentrée entre les mains de quelques institutions à un monde où elle était distribuée à des millions d'individus et de petites entreprises. C'est un transfert de pouvoir absolument spectaculaire. Finalement, les valeurs qui ont porté cette révolution du PC, c'est-à-dire l'accessibilité, l'autonomie de l'individu, eh bien ce sont exactement les mêmes valeurs qui définissent nos outils numériques modernes, des smartphones au cloud. Alors quand on y pense, le chemin parcouru est vertigineux. En une seule génération, l'ordinateur est passé de colosse de laboratoire à compagnon de salon. Ça soulève une question fascinante. Et maintenant, quelle est la suite? Où est-ce que ça nous mène? Les informations et la perspective présentées ici sont tirées du livre Homo Servus, qui s'intéresse justement à l'effondrement de la souveraineté humaine à l'ère numérique.
Pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, le livre est bien sûr disponible à l'achat et toutes les informations pour contacter les auteurs se trouvent sur leur site web.